Bien, je voudrais aussi remercier Alain Fischer, le remercier vivement d'avoir accepté de venir et vous dire simplement quelques mots à propos d'Alain Fischer. Je crois qu'il représente un exemple tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable de ce que peut être l'exercice de la médecine. Et euh, il est pédiatre, professeur de pédiatrie, il est immunologiste, il est médecin, il est chercheur. Et ce qu'il a fait toute sa carrière s'inscrit à la fois, je pense, dans une lignée qui est celle des très grandes contributions euh, faites à la médecine et en même temps dans un contexte extrêmement moderne. Je m'explique, comme, comme Broca l'avait fait au XIXe siècle avec les maladies neurologiques, comme d'autres médecins l'ont fait. Ce qu'a fait Alain Fischer en soignant des enfants, c'est pas seulement essayer de les soigner avec les connaissances qui existaient à l'époque, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient les raisons et les causes de leur maladie. Et comme il s'agissait d'enfants qui avaient des problèmes immunologiques, qui étaient incapables de se défendre contre les microbes, contre les infections, qui avaient des problèmes qui pour beaucoup étaient congénitaux ou héréditaires, ce qu'il a fait avec son équipe, c'est petit à petit écrire une grande partie de l'histoire de l'immunologie, c'est-à-dire de la compréhension de la manière dont nos systèmes de défense contre les microbes et contre les cancers fonctionnent à partir des conséquences des anomalies qui existaient chez un certain nombre d'enfants qui étaient ses patients. Il ne s'est pas contenté de soigner et d'essayer de comprendre, ils sont passés aussi à l'étude dans des modèles animaux d'approches expérimentales qui permettaient d'aller plus loin dans la compréhension et dans l'essai de traitements nouveaux. Et comme vous le savez, après toute une série d'essais de traitements nouveaux, la dernière démarche qu'ils ont accomplie a été une thérapie génique qui a été le premier essai efficace de thérapie génique dans le monde. Cet essai de thérapie génique, Marie-Agnès Bernardis y faisait allusion, a rencontré récemment un problème, et c'est sans doute pas très étonnant, puisque étant donné qu'il s'agit de la première approche efficace d'un nouveau traitement qui avait été tenté depuis pas mal d'années déjà, eh bien, quand un traitement commence à marcher en médecine, c'est là qu'on s'aperçoit seulement du type de problème et d'effets secondaires qu'il est susceptible de poser. Autrement dit, tant que les thérapies géniques ne marchaient pas, il n'y avait évidemment pas de problème évident d'effets secondaires de leur efficacité. Donc je crois que c'est vraiment un parcours tout à fait exceptionnel, et je pense que je suis très heureux, et nous sommes très heureux qu'il ait accepté de venir vous parler de ce que peuvent être actuellement les promesses, les incertitudes, les problèmes des thérapies nouvelles qui visent à reconstruire le corps, qu'il s'agisse de thérapies géniques ou qu'il s'agisse de thérapies qui font appel à des cellules capables de renouveler les cellules du corps, qu'on appelle les cellules souches. Merci beaucoup, Alain. Il marche? Non. Si? Je préfère l'utiliser pour être debout et je pense que ce sera plus sympathique comme ça. Merci de cette introduction quasi délirante de Monsieur Amezen. Mais enfin, bref. Donc je vais essayer de vous parler, de faire l'état des lieux, enfin ma vision de l'état des lieux de progrès possible de la médecine dans les tentatives de traiter des pathologies extrêmement graves, de reconstruire, si l'on veut, certaines parties du corps, soit en utilisant les techniques qui consistent à introduire des gènes dans des cellules pour obtenir l'expression d'une protéine et escompter de l'expression de la protéine un effet thérapeutique, c'est la thérapie génique, soit dans une seconde partie qui aura la longueur qu'elle aura en fonction du temps disponible, concernant l'utilisation de cellules souches, de différents types de cellules souches susceptibles de donner naissance à différents types de tissus, domaines susceptibles d'applications vastes en médecine. Mais je voudrais resituer d'abord, en tous les cas, pour ce qui est de la première partie, la thérapie génique, donc on utilise des gènes, la connaissance du génome humain, le contexte. Et le contexte, certes, donne une place à la thérapie génique, elle est là, en bas à droite, mais vous voyez qu'elle est juste en bas à droite. Il y a plein d'autres petits rectangles sur ce schéma. Je crois qu'il est important de mettre les aspects de la recherche médicale dans ce domaine en perspective. Vous savez que depuis environ 1 an, on a une connaissance raisonnable, pas parfaite encore, mais raisonnable de la séquence du génome humain. On sait à peu près le nombre de gènes, on a identifié beaucoup d'entre eux. Pour quelques-uns d'entre eux, on connaît la fonction de la protéine qu'ils codent.
Et on commence petit à petit, donc, dans ce gigantesque pulse, à reconstituer la chaîne des événements liés aux différentes protéines et qui constituent le fonctionnement de toutes nos cellules. Le versant thérapeutique, le versant médical de cette connaissance, il est potentiellement important. Il est schématisé sur ce diagramme. Mais encore une fois, il ne comporte sur l'aspect thérapeutique plusieurs aspects et pas que la thérapie génique. Donc je voudrais juste rappeler que quand on a identifié un gène et la protéine qui est codée par ce gène ou les protéines en fonction de l'épissage alternatif, etc., et s'il y a une relation avec une pathologie, on va être en situation, ça va prendre éventuellement un peu de temps, d'ailleurs parfois plusieurs années, de comprendre le mécanisme de la maladie en reliant la fonction de la protéine, sa déficience éventuelle dans le cadre d'une maladie héréditaire monogénique, et telle ou telle pathologie. Et de ce type de connaissance, qui est absolument fondamental dans la compréhension de la démarche scientifique qui sous-tend l'approche médicale, vont déboucher des avancées diagnostiques, ce qui n'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais des diagnostics directs de maladies héréditaires ou de modifications acquises du génome, ce qu'on observe dans certains cancers. Probablement, on va vers des développements très intéressants dans le domaine qu'on appelle la pharmacogénomique, c'est-à-dire l'individualisation des traitements en fonction de caractéristiques propres d'individus qui sont génétiquement déterminés. Et puis, dans certains cas, relativement encore modestes, mais enfin, on peut envisager une pratique de médecine prédictive, c'est-à-dire de pouvoir envisager un risque pour un individu donné de développer à tel moment une maladie donnée et de prendre donc des mesures de prévention pourvu qu'elles soient raisonnables. Alors, rapprochons-nous de l'objet de la discussion de ce soir, les thérapeutiques. Donc, évidemment, la thérapie génique, je vais en parler, mais ce n'est qu'un aspect. Et probablement, si je vais essayer de faire un tout petit peu le prophète, entre guillemets, je ne pense pas que la thérapie génique, si on se projette dans 20 ans, sera un élément principal. Ça sera un élément non significatif, mais pas principal des progrès de la médecine qui découlent de la connaissance des gènes. Je pense que ces deux autres considérations, notamment la deuxième, mais d'abord un mot sur la première, auront une plus grande place. Les protéines recombinantes, on les utilise depuis 20 ans en médecine. On sait faire produire à des bactéries, à des virus, etc., des protéines d'intérêt thérapeutique qu'on utilise tous les jours pour traiter des diabétiques, l'insuline, l'hormone de croissance pour traiter des individus qui ont un retard de croissance, les facteurs de coagulation pour traiter des hémophiles, etc., etc. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça fait 20 ans qu'on fait une médecine qui est dérivée des progrès de la connaissance des gènes. Et ceci, naturellement, s'étendra à d'autres domaines. Le plus important, probablement, c'est que de la connaissance de gènes, de connaissance de protéines, de connaissance de mécanismes d'action des protéines, on définira de nouvelles cibles pour l'identification de molécules chimiques classiques qui seront des médicaments nouveaux intéressants pour traiter des patients. Et probablement ce développement-là, qui peut se faire maintenant avec des systèmes automatisés à grand débit, est probablement l'aspect potentiellement le plus fort des progrès médicaux qui viendront de la connaissance des gènes. Bon, il y a quand même la thérapie génique, et je vais vous en parler. Je ne veux pas absolument réduire la place de cette approche thérapeutique, mais je voulais simplement la mettre en perspective, et surtout que vous n'ayez pas l'idée que de la connaissance des gènes, la seule conséquence médicale thérapeutique, ça soit la thérapie génique. C'en est une parmi d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la thérapie génique? Une fois qu'on a dit ça, le principe est évidemment simple. Il consiste à, évidemment, partir d'une séquence de matériel génétique qui code pour un gène, c'est la base. Vous savez que ça ne suffit pas d'avoir la partie codante d'un gène pour que ce gène s'exprime. Il faut un système d'expression, schématiquement un promoteur, qui sont des séquences sur lesquelles viennent s'accrocher des enzymes nécessaires à la transcription, donc la production d'ARN messager. Et pour faire la thérapie génique, ça ne suffit toujours pas. Il faut que cet ensemble, donc ici ultra schématisé, soit transporté de l'extérieur vers l'intérieur des cellules que l'on cherche à cibler. Donc il faut, sauf rarissime exception, un vecteur, un véhicule, donc c'est si on veut le rectangle de cette diapositive, qui va faire entrer le matériel génétique dans la cellule. La façon la plus couramment utilisée aujourd'hui pour ce faire, c'est d'utiliser les propriétés naturelles des virus, qui sont des agents extrêmement efficaces pour pénétrer à l'intérieur de nos cellules, y faire quelques dégâts, et aussi permettre éventuellement, ce qui est une propriété intéressante qu'on utilise dans certains cas, permettre l'intégration du matériel génétique du virus dans le génome de la cellule. On va en reparler tout à l'heure. Donc, en tous les cas, il faut un véhicule, souvent viral, parfois chimique. On essaye de dériver des systèmes qui se permettraient de se passer de virus, qui serait évidemment mieux, compte tenu du fait que ceux-ci ont quelques effets secondaires éventuels. Mais pour l'instant, l'essentiel des recherches concerne des vecteurs viraux. Donc à partir de là, dans la cellule cible, si tout va bien, on a donc obtenu le transfert du gène avec son promoteur qui permet son expression, l'ARN messager, la protéine, la fonction, et la fonction, on espère qu'elle soit thérapeutique. Donc le principe, il est très très simple. L'application, malheureusement, un peu moins. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire en thérapie génique? Potentiellement beaucoup de choses. La première idée qui a germé dans l'esprit des chercheurs qui se sont intéressés à ce domaine, il y a maintenant 20-25 ans,
qui est l'idée la plus simple, logique, mais c'est peut-être pas la plus aisée. C'est l'idée qui est indiquée à gauche. C'est pour les maladies génétiques, plus précisément monogéniques, donc où une mutation d'un gène donné est responsable d'une pathologie, c'est d'apporter dans les cellules importantes dans la pathologie une copie normale du gène, si bien que le fait qu'il y ait le gène anormal muté à côté n'ait plus d'importance, puisque la protéine normale va pouvoir être codée par le gène. Donc c'est une thérapeutique de substitution a priori stable, avec une copie normale du gène placé dans les cellules intéressées. C'est la première application, historiquement, c'est le premier essai clinique à concerner une pathologie de ce type. Et puis, secondairement, un grand nombre d'autres applications ont été envisagées concernant un grand nombre de maladies graves et fréquentes, les cancers, les maladies neurodégénératives, les maladies ischémiques, les maladies infectieuses et d'autres. De façon schématique, il y a 3 grands types de mécanismes, par exemple, auxquels on peut chercher, que l'on cherche à obtenir en termes de thérapie génique dans ce contexte. On a obtenu toujours donc la présence d'un gène et son expression dans les cellules cibles. Ça, le principe reste le même. Mais de cette protéine, on va éventuellement attendre, dans le cas d'une maladie cancéreuse, de détruire des cellules cancéreuses, soit directement, soit indirectement par le système immunitaire, par exemple. Dans le cas de maladies dégénératives liées à des proliférations de cellules, c'est ce qui se passe à l'intérieur des vaisseaux, dans les vaisseaux lésés, où il y a une ischémie, il y a une prolifération de ce qu'on appelle les cellules musculaires lisses dans la paroi des vaisseaux. Donc on peut essayer d'obtenir, par exemple, la destruction de ces cellules musculaires lisses. C'est un exemple de stratégie possible. On peut essayer, c'est ici que j'aurais dû le dire tout à l'heure, on peut essayer d'obtenir par l'expression d'une protéine, de renforcer une réponse immunitaire. Il y a des tas de moyens pour le faire, de rendre les lymphocytes T, entre guillemets, plus intelligents dans leur capacité de réagir à des antigènes étrangers, à produire des substances toxiques, etc., etc. Et puis on peut aussi obtenir le fait de fabriquer des petites usines, c'est-à-dire utiliser des cellules pour produire une protéine qui va être excrétée, sortir dans la circulation sanguine, et escompter que la présence de la protéine dans la circulation sanguine ait un effet thérapeutique. C'est relativement simple, c'est moins compliqué à faire que les autres stratégies indiquées en dessous, et je vous en donnerai un ou deux exemples tout à l'heure. Alors, en entrant un tout petit peu plus dans les détails sur comment on procède et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. De façon schématique, il y a 2 façons de faire persister le matériel génétique d'intérêt thérapeutique dans des cellules. Soit sous forme dite épisomale, ça signifie que ce petit rectangle multicolore ici, qui concerne donc le matériel génétique issu du vecteur, une espèce de virus là, non identifié qui est rentré dans la cellule, le matériel génétique va persister dans la cellule, mais sans s'intégrer au génome cellulaire. Okay, il est à côté du génome cellulaire. L'intérêt de cette affaire, c'est qu'il ne perturbe d'aucune façon l'ADN chromosomique, donc il n'y a pas de danger d'événement induit par ce phénomène. Mais l'inconvénient majeur, c'est que dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas obtenir la division, la réplication plus exactement de ce matériel génétique lorsque la cellule va se diviser. Si bien que si on cherche à cibler une population de cellules qui se divisent beaucoup, par exemple les cellules de la moelle osseuse qui donnent naissance aux cellules du sang, il va y avoir un effet de dilution très rapide et on va perdre toute efficacité. Donc on ne peut utiliser ce type de stratégie, à partir de certains types de virus, que lorsque l'on cible des cellules qui se divisent peu ou pas du tout, par exemple des neurones, des cellules du foie, ou lorsqu'on cherche à obtenir un traitement très transitoire, par exemple si on cherche à traiter une maladie cancéreuse. A l'inverse, une autre stratégie qui est beaucoup utilisée cherche à obtenir, au contraire, comme c'est indiqué ici en anglais, l'intégration de la cassette thérapeutique, enfin ce qui veut dire du matériel génétique qui est là dans le vecteur, dans un chromosome par un phénomène de recombinaison. Et certains types de virus, qu'on appelle les rétrovirus, je vous en montrerai des exemples tout à l'heure, permettent cela. Alors il y a avantages et inconvénients, comme toujours. Avantage, c'est que cette fois-ci, contrairement à ce système-là, eh bien, le matériel génétique devient une partie du matériel du génome de la cellule. Lorsque la cellule se divise, il va être répliqué comme le reste du génome de la cellule, si bien que les cellules filles auront toutes le matériel génétique d'intérêt thérapeutique. Donc on peut utiliser ce système pour cibler des cellules en division rapide ou même lente. L'inconvénient, c'est qu'éventuellement, il y a un risque de perturbation du génome de la cellule et d'effets secondaires. On en reparlera tout à l'heure. On va passer ça, on va aller directement là. Après un grand nombre de recherches, des essais cliniques, c'est-à-dire des tentatives d'utiliser cette approche thérapeutique, ont commencé chez l'homme en 1990. Donc on est aujourd'hui à 12 ans d'histoire médicale stricto sensu, c'est-à-dire de traitement de malades par thérapie génique. Il y a environ, cette diapositive n'est pas tout à fait à jour, 600 essais cliniques, comme on dit, donc tentatives de questions posées dans des situations différentes qui ont été effectuées de par le monde.
Comme vous le voyez sur cette diapositive, ça vous donne un ordre de grandeur. La grande majorité de ces traitements ont été essayés dans le cadre de différents types de cancers. Mais vous voyez que d'autres types de pathologies héréditaires, infectieuses, dégénératives font également l'objet d'essais cliniques. Le constat aujourd'hui, c'est que fort peu de ces essais ont conduit à démontrer une efficacité, autrement dit un bénéfice pour les malades. Donc, ce qui signifie qu'aujourd'hui, la thérapie génique n'est pas encore, ou n'est que très peu, une thérapeutique efficace. Ce qui peut, pour certains, est vu comme une forme de condamnation de la thérapie génique en disant que cette méthode ne marche pas, ne marchera jamais, on peut à peu près l'oublier. On peut le lire de temps en temps. Je pense que c'est une vision excessivement négative de la thérapie génique, qui est une science neuve et complexe. On va y revenir dans un instant, pourquoi elle est complexe. Mais aussi, ceci nous montre qu'effectivement, les choses sont difficiles et qu'il faudra beaucoup de temps pour voir que dans certaines conditions, cette thérapeutique soit efficace. Alors, de façon schématique à nouveau, les principaux domaines de tentatives d'application sont les suivants. Dans le domaine des maladies cancéreuses, c'est d'essayer d'induire directement le suicide, donner une espèce d'ordre de suicide aux cellules cancéreuses. Il y a des stratégies qui le permettent, je ne vais pas entrer dans trop de détails pour ne pas être trop long, ou d'induire indirectement la lise des cellules, ou bien, donc, je l'ai déjà évoqué, de renforcer les défenses immunitaires contre les cellules cancéreuses. Il y a de multiples approches de ce type qui sont très complexes à faire marcher. Pour l'instant, ce n'est pas efficace à un niveau suffisant pour apporter un bénéfice de façon reproductible chez des patients, mais c'est une voie de recherche intéressante. Maladies dégénératives, et comme vous le savez bien sûr, il y a beaucoup de maladies dégénératives graves concernant essentiellement le système vasculaire et le cœur d'une part, le cerveau d'autre part. Des stratégies potentiellement intéressantes, par exemple, c'est d'essayer d'induire une revascularisation, une meilleure vascularisation de tissus qui sont mal irrigués en raison d'un accident ischémique. On peut le faire au niveau cardiaque, on peut le faire au niveau de membres inférieurs chez des individus qui ont des artérites, par exemple. Il y a dans ce domaine des résultats préliminaires tout à fait intéressants. Et ceci, on peut l'obtenir en injectant in situ, par exemple, le matériel génétique qui va permettre la fabrication d'un gène qui code pour une protéine qui est un facteur d'angiogenèse, c'est-à-dire qui induit la prolifération des cellules endothéliales qui donnent naissance à des vaisseaux. Et il y a là des résultats tout à fait intéressants. Au niveau pour les maladies du cerveau, les choses sont malheureusement bien moins avancées, mais les maladies d'Alzheimer, maladies de Parkinson, etc. sont des cibles potentielles, mais on est très très loin d'une efficacité thérapeutique. Schématiquement, l'idée est de placer au contact des neurones ou dans les neurones éventuellement des facteurs qui vont protéger ces cellules de la mort. On revient à la discussion qui vous intéresse depuis plusieurs conférences. Il y a dans ces maladies une mort neuronale prématurée, donc c'est d'essayer de protéger ces cellules contre une mort liée à la maladie. Le principe de traitement de maladies héréditaires, on l'a déjà vu, et d'infection, par exemple par le VIH, on peut éventuellement envisager également de renforcer les défenses immunitaires dans certains cas. Je n'insiste pas trop. Donc, comme je l'ai déjà dit, à ce jour, les thérapeutiques sont relativement peu efficaces. Si on essaie d'analyser pourquoi, c'est finalement assez simple de comprendre pourquoi ces traitements, dans l'ensemble, aujourd'hui, ne sont pas encore efficaces. C'est que pour obtenir une efficacité, c'est un défi complexe, comme c'est marqué ici, et il faut réunir toutes les conditions qui sont énumérées sur cette diapositive. Pas une sur 2 ou 3 ou 4, c'est toutes en même temps. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, et ça paraît idiot, mais ce n'est pas idiot du tout, il faut utiliser le bon gène. C'est-à-dire, derrière ce mot bon gène dit de façon un peu triviale, ça signifie que pour une maladie donnée, il faut très bien connaître le mécanisme de cette maladie et avoir une idée intelligente de stratégie thérapeutique pour que telle protéine ait un intérêt. Et ça peut être 20 ans de recherche simplement pour définir le bon gène pour une maladie donnée. Donc déjà, cette première condition est rarement acquise aujourd'hui. Ensuite, deuxième point, il n'est pas facile non plus à obtenir, c'est que mettons qu'on ait choisi le bon gène, qu'on a a priori la bonne stratégie, il faut arriver à cibler les bonnes cellules, c'est-à-dire les cellules où l'expression du gène aura un intérêt thérapeutique. Et ça là, il peut être fort complexe. C'est parfois relativement simple. Si vous cherchez à cibler des globules blancs circulant dans le sang, ce n'est pas trop complexe. Si vous cherchez à cibler telle ou telle population de neurones dans telle ou telle région du cerveau, les choses deviennent plus difficiles. Pas absolument impossibles, mais plus difficiles. Si vous cherchez à cibler les cellules souches de l'épithélium des bronches dans des maladies des bronches, c'est aujourd'hui à peu près impossible. Donc cette complexité est variable en fonction des situations. Ensuite, évidemment, l'expression du gène, donc la protéine, le résultat final, c'est la protéine. Il en faut un peu pour avoir un traitement efficace. Il ne faut pas que le niveau d'expression soit trop faible, mais on ne veut pas non plus qu'il soit trop élevé pour éviter une toxicité. Donc, autrement dit, il faut que le système qu'on utilise de contrôle, avec le promoteur et les systèmes régulateurs, soit suffisamment performant pour être dans une fenêtre adéquate, ni trop ni trop peu. Ce n'est pas absolument simple.
Pour ajouter un peu de complexité, si on cherche par exemple à traiter une maladie héréditaire, on va évidemment souhaiter que l'expression du gène thérapeutique se maintienne très longtemps, idéalement toute la vie. Donc pour cela, il faut obtenir un système d'expression prolongé qui ne s'éteigne pas à un moment ou à un autre, que les cellules ne disparaissent pas, etc. Et dans certains cas, c'est encore plus compliqué parce qu'on va vouloir réguler l'expression, c'est-à-dire qu'à certains moments, la protéine soit présente, à d'autres qu'il n'y en ait plus, etc., etc. Il y a des systèmes qui permettent d'envisager la régulation très fine de la transcription de gènes, mais l'application de la thérapie génique n'est pas acquise car ils ne sont pas suffisamment fiables. Et puis, il y a les problèmes de toxicité. L'efficacité, c'est une chose, la toxicité en est une autre. Il y a des problèmes qui se posent potentiellement, on va en rediscuter tout à l'heure. Il y a le problème de la mutagenèse instationnelle, c'est-à-dire le fait que pour les systèmes où on utilise un vecteur de type rétrovirus qui induit l'intégration du matériel génétique dans un chromosome de la cellule, si ce matériel génétique du rétrovirus se place dans une zone proche d'un gène impliqué dans le contrôle de la prolifération cellulaire, on peut déréguler la prolifération des cellules, ce qui est un processus potentiellement dangereux. On estime que ce risque est très faible. Vous allez voir qu'au moins une fois, cette complication est survenue. Donc il existe malgré sa rareté. On peut avoir, notamment avec d'autres types de virus, les adénovirus qui sont pas mal utilisés en thérapie génique et d'autres, induire une réponse inflammatoire, la réaction de l'organisme contre une infection virale, parce qu'après tout, c'est une infection virale ce que l'on déclenche dans la plupart des cas actuellement de thérapie génique. Réponse inflammatoire ou immune en général, qui peut être dirigée contre les protéines du virus, contre même le produit du transgène lui-même, la protéine d'intérêt thérapeutique. Et ceci peut avoir pour conséquence l'annihilation de l'effet thérapeutique par destruction des cellules corrigées, et pire, éventuellement, une réponse inflammatoire qui provoque une pathologie chez le patient. Vous voyez que les choses ne sont pas simples, et ceci explique que malgré des efforts d'un grand nombre d'équipes de recherche, 12 années d'essais cliniques, les résultats soient encore minces. Néanmoins, il y a des résultats. Il y a au moins 2 situations qui sont apparemment favorables à l'efficacité d'une thérapie génique, et je vais essayer de vous expliquer cela. La première, c'est celle où l'expression du transgène, donc du gène thérapeutique, donc la présence de la protéine dans certaines cellules, va donner une propriété à ces cellules par rapport à celles qui ne sont pas corrigées, par exemple de prolifération, de survie d'abord, elles ne vont pas mourir par exemple, et elles vont proliférer, si bien qu'à d'un petit nombre de cellules corrigées, on va en obtenir beaucoup, et que ce beaucoup va avoir un effet thérapeutique. C'est la notion d'avantage sélectif. Donc les cellules corrigées ont un avantage par rapport aux cellules non corrigées, et cet avantage sélectif entraîne, par définition, la sélection de ces cellules, leur prolifération, et donc peut être suffisant à obtenir un effet thérapeutique. L'autre situation qu'on verra ensuite, que j'ai déjà indiquée, c'est l'excrétion d'une protéine dans la circulation sanguine à partir d'une cellule usine à fabriquer une protéine d'intérêt thérapeutique. Alors voyons d'abord le premier point. Le premier point, il s'illustre particulièrement bien dans la problématique des maladies du sang. Vous savez que nos cellules sanguines, elles sont toutes indiquées ici à droite de cette diapositive. Les lymphocytes, donc une première catégorie de globules blancs, T, NK et B, importants dans les réponses contre toutes sortes de micro-organismes. Les autres globules blancs, les polynucléaires, les monocytes, également importants dans les défenses, notamment antibactériennes, mais ce sont aussi les éléments du sang, les globules rouges, les plaquettes et quelques autres qui ne sont pas sur cette diapo. Vous savez que toutes ces cellules, elles proviennent d'une usine à fabriquer des cellules du sang qui est située chez nous, chez l'adulte, dans la moelle osseuse. Et le point tout à fait important ici, c'est que toutes ces cellules dérivent d'une cellule souche dite hématopoïétique, pluripotente, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner naissance aussi bien aux globules blancs qu'aux globules rouges qu'aux plaquettes. Le point tout à fait important, c'est que, par définition, une cellule souche est une cellule qui a une capacité d'auto-renouvellement. C'est-à-dire que lorsqu'elle se divise, ce qui lui arrive rarement, eh bien, d'une part, elle va donner naissance à une cellule fille, cellule fille qui va s'engager dans des voies de différenciation, donc ici vers les différentes populations indiquées, mais aussi une autre cellule fille va redevenir une cellule souche pluripotente, prête à refaire l'opération plus tard. Si bien que nous avons un stock de cellules relativement limité, probablement des milliers, pas plus, de cellules souches hématopoïétiques avec lesquelles nous fabriquons toute notre vie des milliards de cellules sanguines. Donc vous voyez l'aspect, immédiatement on peut concevoir un double intérêt thérapeutique ici et dans la perspective d'avantages sélectifs que j'indiquais tout à l'heure. Si on est capable de cibler, de traiter par transfert de gènes un petit nombre de cellules souches, premier avantage, eh bien on peut espérer que l'effet va durer toute la vie. Second avantage, c'est que ces cellules, lorsqu'elles se mettent à se différencier, vont d'abord proliférer intensément, et donc de la correction d'un tout petit nombre de cellules, on va peut-être obtenir à l'arrivée un très grand nombre de cellules sanguines corrigées. Donc on a une situation particulièrement favorable à une tentative de traitement de maladies, notamment de maladies héréditaires, de développement de ces cellules.
Et donc, dans ce contexte, il y a un groupe de pathologies qui est très très rare, mais qui se trouve être les meilleures cibles pour l'application de ce concept. Pardon, sa diapo est en anglais, mais je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. En fait, là, je reprends un fragment de la diapositive précédente, qui est le développement à partir des cellules souches hématopoïétiques, ici, des différentes catégories de lymphocytes. Les lymphocytes T qui se développent dans le thymus, c'est ce rectangle vert dans ma diapositive. Les lymphocytes B dans la moelle osseuse, les lymphocytes dits natural killer également dans la moelle osseuse. Donc il existe quelques maladies héréditaires, rares, très rares, c'est à peu près 10 cas par an en France, pour vous donner un ordre de grandeur, qui consistent en un défaut de développement de tous les lymphocytes T. On appelle ces maladies en anglais des SCID, ça signifie Severe Combined Immunodeficiencies, en français des déficits immunitaires combinés sévères. Malheureusement, la terminologie est compliquée, mais ce que ça signifie, et pour dire les choses plus simplement, c'est qu'il y a un défaut de développement des lymphocytes T, éventuellement des autres populations lymphocytaires, si bien que les enfants atteints de ces pathologies naissent avec des défenses contre les infections qui sont extrêmement faibles et qu'en l'absence de traitement, ils décèdent dans les premières semaines ou les premiers mois de vie de toutes sortes d'infections, faute de défense immunitaire. Donc on connaît une série de gènes, leurs noms sont indiqués en noir ici, qui sont mutés et responsables de ces maladies et qui bloquent le développement à différents niveaux. Donc le concept de la thérapie génique de ces maladies, c'est l'idée de traiter, de cibler un petit nombre de précurseurs provenant de la moelle osseuse qui vont se mettre à proliférer intensément, notamment en lymphocytes T, et faire que le traitement d'un tout petit nombre de cellules, peut-être quelques centaines, quelques dizaines, suffisent à corriger une maladie en induisant la production de centaines de millions, voire de milliards de cellules par prolifération et différenciation, cellules à longue durée de vie. Et ce principe, ce concept, donc, nous avons essayé de l'appliquer, quelques autres aussi, au traitement de ce type de maladie, et spécifiquement d'une maladie, cette diapo est un peu compliquée, qui est liée au chromosome X. Donc, le gène est situé sur le chromosome X, donc on l'appelle SCID X1, parce que c'est le premier SCID qui est sur le chromosome X. Et le gène en question, il s'appelle gamma C, la lettre grecque gamma, et en fait, il code pour une protéine membranaire qui est exprimée à la surface des cellules et qui sert de serrure pour recevoir des clés, des messages, qui sont des cytokines, qui ont ces noms barbares, IL2, 4, 7, 9, 15, 21, il y en a plusieurs malheureusement. Et l'action de ces clés dans les serrures, c'est d'ouvrir la porte vers le développement des populations lymphocytaires à partir des précurseurs. Je n'entre pas dans trop de détails. Donc l'idée, c'est que si on est capable de restaurer, à l'aide d'un vecteur, l'expression du gène gamma C dans ces précurseurs lymphocytaires, là les cellules avec les abréviations sur lesquelles je n'insisterai pas, on va peut-être restaurer cette grande prolifération cellulaire et de la différenciation dans les populations qui manquent chez ces enfants, qui sont les lymphocytes T et les lymphocytes NK. Tout ce qui est bleu est absent chez ces enfants. Alors comment on essaye de faire ça? Voilà le principe. Le principe est assez simple. On essaye de le faire ex vivo, c'est-à-dire qu'on prélève les cellules de la moelle osseuse des patients sous anesthésie, et ces cellules au laboratoire sont infectées par un virus, c'est la petite particule ici, qui est un rétrovirus, ce qui signifie que le matériel génétique est au milieu là, est constitué d'ARN et pas d'ADN, mais c'est un détail en fait ici. Et ce virus, il a été rendu inoffensif en ôtant les gènes qui codent pour les protéines virales. Donc il n'est pas capable de se répliquer, il ne peut pas donner naissance à d'autres particules virales, contrairement au virus sauvage. Donc ce virus est susceptible d'infecter les cellules, il se fixe à la membrane sur quelques récepteurs, il pénètre, les protéines de l'enveloppe sont dégradées, et l'intérieur, les protéines résiduelles du virus présentes à l'intérieur vont transformer l'ARN en ADN. Donc c'est ce qu'on appelle une rétrotranscription, bien connue dans le domaine de la rétrovirologie. Et cet ADN va être susceptible, dans une cellule, en division, d'interagir avec le chromosome de cette cellule et d'induire un phénomène de recombinaison, si bien que ce petit morceau de matériel génétique, paf, ici, on est arrivé là, devient un morceau d'un chromosome donné. Et le gène, ici, gamma C, c'est le nom du gène qui est muté dans la maladie dont on parle, il est présent. Si la cellule se divise, il est répliqué, comme les autres gènes de la cellule. Et il peut être transcrit en ARN messager, parce qu'il y a des unités promotrices à côté qui permettent que l'ARN messager soit produit, que la protéine soit fabriquée, s'exprime à la membrane de la cellule. Donc on restaure ici, dans mon image clé-serrure, une serrure normale sur laquelle la clé en pénètre et signale, va en gros dire à la cellule qu'il faut proliférer. Donc ça, on le fait au laboratoire, et une fois qu'on l'a fait au laboratoire, on redonne les cellules aux patients. Ça se fait en quelques jours, en 3 jours, c'est fait. Évidemment, avant de le faire chez des patients, ça a été fait pendant très longtemps sur des cellules au laboratoire, chez des souris, dans de multiples modèles, pour essayer de déterminer les conditions d'efficacité et l'absence apparente de toxicité. Donc ce type de thérapeutique a été débuté auprès de malades il y a maintenant plus de 3 ans et demi, et de fait, on a observé que cette thérapeutique était valide, que le concept
était valide et que la thérapeutique était efficace, puisqu'on peut restaurer la présence de lymphocytes T, ou instaurer, ces enfants n'ont jamais eu de lymphocytes T, on instaure la présence de lymphocytes T, donc de cellules absolument fondamentales dans la défense contre les infections. Ça vous est illustré sur cette diapositive. Le moment 0, c'est juste avant, c'est le moment du traitement. Donc on compte ici les lymphocytes T dans le sang, qui est un marqueur qu'on appelle CD3, ça c'est du jargon d'immunologiste. On compte les cellules dans le sang. C'est très très facile à partir d'une prise de sang. Et si on voyait qu'il y en a 0 au début, et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu'à 38 mois après le traitement ici, vous voyez qu'entre 2 à 3 mois environ après le traitement, ça prend du temps, on sait que c'est un processus très long, on voit apparaître des lymphocytes T dans le sang, leur nombre augmente et atteint en 3-4 mois des valeurs en fait, qui sont des valeurs normales, des nombres que l'on observe chez des enfants du même âge qui ne sont pas malades. Et on voit qu'ensuite, ces lymphocytes persistent, leur nombre diminue un petit peu, mais ce qui est d'ailleurs physiologique, et persistent au cours du temps, donc l'effet du traitement persiste. Aujourd'hui, un peu plus de 3 ans et demi pour les premiers malades qui ont été traités. L'effet persiste et ces enfants ont des lymphocytes T qui leur permet de vivre dans de bonnes conditions. Ce tableau est un peu compliqué, mais il dit tout. C'est l'image de tous les malades qui ont été traités à ce jour. Et parmi les patients qui sont de jeunes enfants qui ont été traités, les 10 premiers ici indiqués, qui sont des nourrissons qui ont été traités en première année de vie, eh bien, on a une situation où tous, sauf un dans un premier temps, et maintenant sauf 2, on va y revenir, mais tous, sauf un, ont reconstitué une immunité, donc une fonction de lymphocyte T, c'est les petites croix ici, des lymphocytes B, c'est les petites croix ici. Et la conséquence, c'est que sur le plan clinique, dans les abréviations anglaises, ils sont alive and well, ça veut dire qu'ils vont bien, et qu'ils sont ils vivent, et ils vont bien en bonne santé sans traitement et sans complications d'aucune manière. Donc ce traitement est efficace avec une durée d'efficacité qui atteint pour les premiers malades traités plus de 3 ans et demi. Donc, cette information est importante parce qu'elle a apporté une forme de preuve de principe qu'une thérapie génique peut apporter un bénéfice à des malades atteints d'une pathologie grave et que cet effet, il est reproductible, il a été observé sur 9 malades, il a été observé maintenant par d'autres équipes dans d'autres pays sur d'autres malades et qu'il est durable. Donc, c'est une information importante et qui montre qu'une thérapie génique, la thérapie génique n'est pas totalement chimérique, mais encore une fois, pour qu'elle soit efficace, il faut des conditions très précises. Mais aussi, comme l'a indiqué tout à l'heure Jean-Claude Amezen, quand on voit une efficacité, on peut voir une toxicité. Et chez le patient qui est montré d'une flèche ici, qui est le patient numéro 4, on a observé une complication de cette thérapeutique, qui est la survenue d'une prolifération de lymphocytes de façon excessive. Donc, cet enfant n'avait pas de lymphocytes T avant traitement, et 3 ans après son traitement, il a fait l'inverse. Il a développé en excès une population précise de lymphocytes T pathologiques. Ce que je vais vous expliquer brièvement maintenant. Montrer ce qu'on observe chez cet enfant. Donc ça s'est observé 3 ans après son traitement, qui était par ailleurs efficace. C'est la présence monoclonale, c'est-à-dire un grand nombre de lymphocytes, mais tous génétiquement identiques, proliférant dans le sang. Et cet événement est provoqué par une mutagenèse insertionnelle, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait que le matériel génétique du virus s'est inséré à un endroit très précis dans un gène, je vais vous le montrer dans un instant, avec pour conséquence la dérégulation de l'expression de ce gène. Il se trouve que ce gène, il s'appelle LMO2, que c'est plus exactement un proto-oncogène. Ça veut dire que s'il est exprimé de façon aberrante, il peut favoriser un processus cancéreux. Et c'est ce qui se passe dans les cellules de cet enfant, où il y a une dérégulation de l'expression de la protéine. Et la présence anormale de la protéine, malheureusement, a pour conséquence de jouer un rôle, c'est peut-être pas un rôle unique, mais un rôle important dans la genèse de la prolifération des cellules. Probablement d'autres facteurs interviennent, je ne vais pas entrer dans les détails, qui sont de facteurs environnementaux, infections virales, réponse immunitaire, mais aussi, et ceci est sans doute important, de susceptibilité génétique, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait des facteurs génétiques propres à l'enfant qui favorisent, et indépendamment de la thérapeutique, ce type de complications. Il y a des raisons de penser que ceci existe chez cet enfant, mais je ne vais pas entrer dans trop de détails. Les conséquences, avant de parler de conséquences, je vais revenir sur la diapo précédente, juste pour illustrer ce qui s'est passé. Voici la structure du gène LMO2, qui est sur le chromosome 11. Il est composé de 6 exons, peu importe, avec donc des introns intercurrents. Et voici le rectangle jaune-gris ici, c'est le matériel génétique qui s'est inséré. Il s'est inséré dans le premier intron, donc entre le premier et le deuxième exon. Il est à l'envers par rapport à la séquence de lecture du gène. Et sa présence ici a pour conséquence d'exercer un effet délétère qui est d'induire la transcription du gène, donc la fabrication de l'ARN messager et la fabrication de la protéine. Je fais une parenthèse qui dépasse strictement l'aspect scientifique. C'est ce qui se passe quand un tel événement sérieux survient de façon relativement inattendue dans un essai thérapeutique.
quelle attitude adopter? Vous savez que en France et dans tous les pays du monde, ces essais cliniques sont très strictement réglementés. En France, c'est ce qu'on appelle la loi Hurier, et interviennent une série de commissions qui sont amenées à évaluer ces essais en termes de dangerosité, d'efficacité, etc., etc. Et en particulier l'AFSAPS, l'Agence française sanitaire, etc., etc., le nom est trop long, joue un rôle très important. Donc, de nous-mêmes, nous avons proposé de suspendre la poursuite de l'essai face à la survenue de cette complication sérieuse, attitude qui a été avalisée par l'AFSAPS, et de faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, d'analyser le risque aujourd'hui, de comprendre au mieux les mécanismes responsables de cette complication, et surtout d'analyser quelle est la fréquence, la probabilité de risque. Est-ce qu'on va voir cette même complication survenir chez d'autres patients traités, ce qui serait évidemment une indication qu'il faut suspendre, pas cette fois-ci suspendre, mais arrêter ce type de thérapeutique, ou bien est-ce que ça va être un cas unique, et compte tenu de l'avantage apporté par cette thérapeutique, est-ce qu'il n'est pas licite de continuer? Notre attitude est pour l'instant d'attendre d'en savoir un peu plus, mais il est intéressant d'observer que 3 pays anglo-saxons, face à ce même fait qui est connu de la même façon par tout le monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont réagi en considérant que dans une analyse bénéfice-risque, le bénéfice restait supérieur au risque, et donc les autorités réglementaires de ces pays ont préconisé la poursuite ou même le début de ces thérapeutiques pour ce type de pathologie. Alors qu'en France et au Japon, l'attitude pour l'instant est un peu plus prudente et de suspendre en attendant d'en savoir un peu plus. Et par contre, des pays comme l'Italie et l'Allemagne ont pris une position plus dure, pour l'instant en bloquant tous les essais de thérapie génique pour ce type de maladie ou d'autres qui utilisent des rétrovirus. Donc vous voyez que face à un même événement, la position prise par les autorités réglementaires de différents pays change radicalement. Et je pense qu'il y a derrière un fond culturel qui n'est pas inintéressant à analyser. Il y a, à mon avis, un bon travail pour des chercheurs en sciences sociales dans l'analyse de ces différences de réaction face à un événement donné. Je reviens à mon sujet. Alors, je reviens au cadre plus large. Je dépasse le cadre de cette complication, donc qu'on peut espérer comme être un événement rare et ne pas bloquer le développement de thérapies géniques pour ce type de pathologie. Donc, je reviens à la notion que ce traitement est par ailleurs efficace. La question est, y a-t-il d'autres maladies qui peuvent bénéficier de cette approche thérapeutique que cette forme de déficit immunitaire très particulière? La réponse est que oui, mais un tout petit nombre. D'autres formes de déficit immunitaire combiné sévère, d'autres maladies héréditaires du développement des cellules du système immunitaire. Cette maladie en est une aussi. Un groupe de maladies qui concerne l'ensemble des cellules de la moelle osseuse. Ça fait une quinzaine de maladies, peut-être une cinquantaine de malades par an en France, donc c'est un tout petit nombre de malades. Enfin, tous atteints de maladies très très graves, mortelles, qui sont susceptibles de pouvoir être traités par ce concept, par cette approche thérapeutique fondée sur le concept d'avantage sélectif que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il est possible, on va aller un petit peu plus loin, que cette notion qui est ici utilisée dans un contexte naturel, où c'est le transgène, gène thérapeutique qui confère cet avantage sélectif, on puisse l'utiliser pour d'autres pathologies en faisant une thérapie génique plus complexe. On utiliserait d'une part le gène thérapeutique classique, plus un second gène qui conférerait l'avantage sélectif aux cellules, qui leur permettrait de proliférer mieux que d'autres, par exemple. C'est une approche concevable sur laquelle beaucoup de chercheurs travaillent, mais qui n'a pas pour l'instant donc l'induction de l'avantage sélectif. J'ai mis une réponse giscardienne. Oui, conceptuellement, mais pour l'instant, on n'a pas démontré strictement que ceci était efficace dans des conditions qui soient applicables chez des patients. Mais c'est une voie de recherche évidemment intéressante. Alors la deuxième, ou plus exactement la seconde situation favorable, c'est l'excrétion d'une protéine dans la circulation sanguine. C'est techniquement pas très compliqué d'engendrer de façon relativement stable, au moins pendant des mois, peut-être des années, la production par des cellules musculaires, des fibroblastes, des hépatocytes ou d'autres cellules, la production d'une protéine à intérêt thérapeutique. Les applications potentielles, la liste ici n'est pas exhaustive, mais les plus évidentes, c'est une production de facteurs de la coagulation pour traiter des patients hémophiles. Au lieu qu'ils s'injectent de temps en temps leur facteur anti-hémophilique lorsqu'ils saignent de façon trop importante, ils auraient une production permanente d'un certain taux de facteurs anti-hémophiliques qui les protégerait, peut-être pas complètement, mais assurerait une hémostase, une coagulation meilleure. L'érythropoïétine pourrait être utilisée en continu, par exemple, chez les sujets qui sont insuffisants rénaux et qui reçoivent des injections d'érythropoïétine. Ceci pourrait aussi être dévié et utilisé par des sportifs, incidemment. On peut tout à fait envisager une thérapie de dopage par thérapie génique. C'est techniquement pas très compliqué à faire dans ce contexte. Et pour la petite histoire, le CIO, le Comité olympique international, s'en est déjà préoccupé, a déjà fait une réunion pour réfléchir comment on pourrait détecter ce genre de problème, etc. C'est comme toujours, les progrès médicaux éventuels peuvent avoir quelques applications pas tout à fait souhaitables. Donc, je reviens à la médecine. On peut envisager de faire
par exemple produire des enzymes lysosomales, donc qui sont normalement contenues dans certaines organelles des cellules et qui sont déficientes dans certaines maladies très très graves. Et ces enzymes, si elles passent dans la circulation sanguine, peuvent être recaptées par des cellules et fonctionner à l'intérieur des cellules. Donc c'est une approche thérapeutique possible. Donc juste un exemple de ce type d'approche qui n'est pas encore tout à fait opérationnel chez l'homme. Donc je vais vous montrer un résultat chez le chien, mais qui, je pense que dans les prochaines années, on le verra transposé à l'homme. Voici une situation d'un modèle naturel d'un chien hémophile, comme il existe des hommes hémophiles. Ici, c'est l'hémophilie B, c'est le déficit en facteur 9 de la coagulation. Donc ce chien a une capacité de former des caillots dans son sang qui est très réduite. Le temps de coagulation est très long, c'est 60 minutes, alors que normalement, le sang d'un chien coagule en 5 à 10 minutes. C'est les 2 barres ici. Après l'injection unique, intramusculaire d'un certain type de virus, je n'entre pas dans les détails, qui contient le gène qui code pour le facteur 9 de la coagulation, on observe que pendant 1 année, c'est le résultat de l'expérience qui est relaté ici, on a un abaissement considérable du temps de la coagulation. Il n'est pas normal, mais il est de l'ordre de 15 minutes, ce qui est mieux que 60, et ceci transposé à l'homme. Si on arrive à reproduire ça chez l'homme, c'est une situation où les gens n'ont plus d'hémorragie grave. Donc très probablement, ça ne sera peut-être pas exactement en procédant de cette façon-là, mais ce type d'approche est susceptible, dans un délai relativement bref, je pense, d'être efficace chez l'homme. La question, évidemment, c'est combien de temps l'effet peut être persisté. Je dirais que même s'il ne persiste qu'1 an, c'est déjà pas mal. S'il faut répéter une injection 1 fois par an d'un vecteur qui permet la production de la protéine, je pense que cela vaudra la peine d'être pratiqué. Alors, au-delà, est-ce que malgré tout, le constat des 2 situations favorables, ça concerne très très peu de maladies par rapport au champ éventuel d'utilisation de la thérapie génique. Si on veut aller au-delà, il faut progresser. Il faut trouver d'autres tactiques, d'autres stratégies pour permettre de répondre à toutes les questions que j'indiquais tout à l'heure dans une de mes diapositives. Il faut trouver d'autres types de virus qui sont capables notamment de cibler des cellules au repos et pas uniquement des cellules en division. J'ai dit tout à l'heure que mes rétrovirus, ils pénétraient dans les chromosomes que si les cellules étaient en division. Il se trouve qu'il y a un virus qui sait faire ça très très bien, c'est le VIH, le virus du sida. Il est absolument remarquable. Donc on envisage très sérieusement, en le modifiant très sérieusement aussi, d'utiliser ce virus comme cheval de Troie pour faire pénétrer des gènes dans des cellules au repos, des cellules souches ou des neurones ou d'autres. On n'est pas très loin probablement des premiers essais thérapeutiques. Ces virus ont été considérablement modifiés pour éviter naturellement qu'ils induisent une quelconque pathologie qui se rapprocherait plus ou moins loin du sida. Des considérations de sécurité sont majeures, mais c'est une approche extrêmement sérieuse. Il y a d'autres virus qui ont un intérêt pour sélectivement traiter tel ou tel type de cellules. On peut essayer d'obtenir, et ce serait très intéressant pour pallier la complication que j'ai mentionnée tout à l'heure, l'intégration ciblée du transgène dans un endroit précis du génome, de telle manière qu'il n'y ait pas d'effet secondaire parce qu'il est dans une région neutre de génome sur un de nos chromosomes. Il y a une technique en utilisant un système d'intégration virale particulier. Ceci est envisageable dans certaines situations. D'autres méthodes, je n'insiste pas dans les détails. Le rêve, le Graal de la thérapie génique, un jour, ce n'est pas pour demain, c'est d'obtenir en anglais le gene repair, c'est-à-dire de faire la chirurgie de gènes pour les maladies héréditaires, c'est-à-dire d'aller directement corriger la mutation présente dans les cellules, des cellules évidemment qui sont importantes pour la maladie du patient. C'est conceptuellement possible, on sait le faire avec une très très faible fréquence en nombre de cellules, il existe des techniques pour le faire. Malheureusement, le niveau d'efficacité est largement insuffisant pour envisager aujourd'hui une application thérapeutique. Mais c'est une voie de recherche très sérieuse pour l'avenir à moyen long terme, on va dire. On va peut-être gagner un peu de temps et pas être trop long et passer ces exemples, sauf que ça ne veut plus avancer. Non, si ça va. Je vais m'arrêter là avec la thérapie génique. J'avais 1 ou 2 exemples d'applications pour le futur, mais je pense que je ne voudrais pas être trop long et trop d'informations finira par tuer l'information, je pense. Donc je vais m'arrêter là. Donc la conclusion, j'avais peut-être une diapo de conclusion. Non. Je n'ai pas ma diapo de conclusion sur la thérapie génique, ce n'est pas grave. Mais la conclusion de la partie de mon exposé concernant la thérapie génique est de dire que c'est une voie de recherche thérapeutique qui a un potentiel très important pour apporter des armes thérapeutiques nouvelles d'un grand nombre de maladies, mais qu'aujourd'hui, les difficultés techniques ne sont pas résolues, sauf exception. Il y a donc une nécessité de poursuivre des recherches selon plusieurs axes qui doivent être développés pour envisager qu'à plus ou moins long terme, dans certaines situations, cette thérapeutique puisse être efficace sans être trop dangereuse.
Il y a beaucoup de travaux de recherche à faire dans les différents domaines, et qu'en particulier, l'utilisation de modèles animaux est absolument fondamentale. Petits animaux, des souris, mais aussi de temps en temps des gros animaux, des chiens, voire des primates, sont nécessaires pour arriver à répondre aux questions de toxicité et d'efficacité le moins mal possible avant d'envisager ces thérapeutiques chez l'homme. Alors la seconde partie, il ne reste pas des masses de temps, mais on va discuter un tout petit peu d'une autre perspective thérapeutique qui d'ailleurs s'associe pleinement à la thérapie génique. On peut dans un certain nombre de cas combiner les deux, qui est la thérapie cellulaire avec des cellules souches, c'est-à-dire d'essayer de traiter des maladies en utilisant des cellules souches. J'en ai déjà donné la définition tout à l'heure. Des cellules souches, ce sont des cellules capables d'autorenouvellement, donc on dispose d'un stock important, et qui sont capables de donner naissance à des cellules dont les caractéristiques sont différentes. Donc elles ont une pluripotence, elles ont plus ou moins de ce type de potentialité, mais elles peuvent donner naissance à des cellules différentes. On a parlé tout à l'heure des cellules souches de la moelle osseuse. Il existe d'autres types de cellules souches. Il y a aujourd'hui 4 stratégies thérapeutiques qui sont potentiellement envisageables. On peut utiliser les cellules souches d'organes, on le fait déjà, je vais vous en dire un mot dans un instant, et j'en ai déjà parlé, avec des cellules souches de la moelle osseuse. On fait des greffes de cellules souches de la moelle osseuse, qu'on appelle des greffes de la moelle osseuse, depuis 40 ans, avec une certaine efficacité. Donc on fait ce type de thérapeutique avec des cellules souches déjà depuis 40 ans, mais évidemment dans un domaine limité. On peut envisager, en fonction de nouvelles connaissances, d'utiliser des cellules souches qui sont présentes chez des individus après la naissance, on les appelle dans le jargon adultes, par leur capacité de donner naissance à des cellules d'un tissu auquel on ne pensait pas a priori qu'ils étaient capables de donner naissance. Exemple, on prend des cellules souches de la moelle osseuse et éventuellement on obtiendrait, je dis bien on obtiendrait au conditionnel, il y a quelques résultats en faveur mais aussi des limitations à cela, des cellules du muscle ou des cellules des vaisseaux ou des cellules des neurones. Ce qu'on appelle éventuellement un phénomène de transdifférenciation. Et puis il y a les cellules souches embryonnaires qui physiologiquement sont des cellules souches qui ont une pluripotence et de capacité de donner naissance à un très grand nombre de tissus différents, soit la création de cellules souches embryonnaires particulières, j'en dirai un mot à la fin, le fameux clonage thérapeutique, ou je préfère utiliser le terme de transplantation nucléaire. On va balayer rapidement ces 4 façons de procéder. Donc les cellules souches d'organes, encore une fois, ça fait 40 ans qu'on les utilise pour la moelle osseuse, mais malheureusement que pour la moelle osseuse. On traite des maladies héréditaires du sang, des leucémies, d'autres formes de maladies du sang, par des allogreffes de moelle osseuse. Et le fait que de temps en temps ça marche, malheureusement pas toujours, mais au moins chez certains patients, il y a des milliers de malades, des dizaines de milliers de malades dans le monde qui en ont bénéficié, apporte là aussi une forme de preuve de principe que ce type de thérapeutique par des cellules souches peut avoir un intérêt médical. La question ici maintenant, c'est de la diffusion à d'autres situations pathologiques en dehors des maladies du sang. Il y a des progrès récents concernant la peau, où on peut, à partir de précurseurs des kératinocytes, développer en grande quantité les kératinocytes, donc les cellules de l'épiderme, et ce qui permet de traiter des grands brûlés, ce qui est aussi une forme de thérapie avec des cellules souches intéressantes. Pour d'autres organes, on sait aujourd'hui qu'il y a des cellules souches dans tous nos organes, pratiquement dans tous nos organes, dans le foie, dans le cerveau, etc., etc. Donc qui serait potentiellement intéressante à utiliser pour faire de la médecine régénérative ou la médecine corrigeant les anomalies du développement pour restaurer la fonction d'un foie, d'un pancréas, de telle ou telle région du cerveau, etc. etc. Le hic, la limitation qui rend cette approche directe quasiment impossible, c'est qu'il y a très très peu de ces cellules dans les organes et qu'en gros, elles ne sont pas accessibles. Donc malheureusement, malgré leur existence, on ne peut pas concevoir aujourd'hui de façon claire une approche thérapeutique utilisant les cellules souches présentes dans tel ou tel type d'organe. D'où l'intérêt pour les autres méthodes, et en particulier, on a déjà vu ça, pour les autres méthodes, et en particulier pour les cellules souches dites adultes. Donc ici, l'idée, qui a un certain support expérimental, c'est qu'il existe dans certains endroits, mais notamment dans la moelle osseuse, qui est plus facile d'accès que d'autres tissus, des cellules qui sont capables de donner naissance non seulement aux cellules auxquelles on s'attend qu'elles donnent naissance, l'exemple de la moelle osseuse sont les cellules du sang, mais aussi des cellules d'autres tissus, musculaires, foie, etc., etc. Évidemment, si ceci fonctionnait, l'intérêt thérapeutique, il est évident, puisque cela ouvrirait des champs majeurs dans la médecine régénérative pour toutes sortes de pathologies. Donc le potentiel, il est fabuleux, et les difficultés, malheureusement, il y en a beaucoup. Donc le principe, l'idée est de concevoir que ça peut marcher de plusieurs façons. Si on prend l'exemple d'une cellule souche du système nerveux qui est ici, ou une cellule souche de la moelle osseuse qui est ici, ou une cellule complètement indifférenciée antérieure dans la vie embryonnaire, on peut envisager que si c'est celle-là qui va vouloir donner... Si on part de l'hypothèse qu'avec une cellule souche du système nerveux, je fais une hypothèse pour l'instant, je peux obtenir des cellules du sang, ça peut être une transdifférenciation ou une dédifférenciation, c'est un retour en arrière,
et on sait aujourd'hui que ceci, dans certaines circonstances, est possible, on va y revoir tout à l'heure, puis une différenciation physiologique. Donc, on ne sait pas très bien comment ça peut marcher, mais ces différentes hypothèses peuvent toutes y contribuer. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme données qui suggèrent qu'effectivement, on peut trouver, par exemple, dans l'exemple que je vais vous montrer dans un instant, des cellules qui sont situées dans la moelle osseuse qui peuvent donner naissance à des hépatocytes, à des cellules du foie. C'est une notion que l'on appelle, c'est un terme qui est assez commode, de plasticité, donc de cellules souches, entre guillemets, adultes. Il ne faut pas prendre adulte ici au sens propre. Adulte ici, c'est postnatal. C'est par opposition à cellules souches embryonnaires. Alors, voici un exemple assez intéressant, mais un peu particulier. C'est une maladie héréditaire très grave, très rare, qui est connue chez l'homme, et dont il y a un modèle chez la souris, qui est la tyrosinémie. C'est une maladie du métabolisme d'un acide aminé qui est la tyrosine. Dans cette maladie, il y a une accumulation de substances toxiques qui détruit le foie. Eh bien, on peut, de façon extrêmement surprenante, chez la souris, si ce sont des expériences chez la souris, guérir des souris, je dis bien guérir, ce n'est pas rien, guérir des souris atteintes de cette maladie hépatique mortelle par greffe de moelle osseuse, qui a priori, il y a 10 ans, on aurait dit ça dans un milieu scientifique, tout le monde se serait esclaffé en disant que c'est aberrant et impossible. Mais ce n'est pas impossible, ça marche. Il faut irradier les souris, donc c'est un peu lourd, mais on peut obtenir ensuite que, par exemple, si on regarde que la partie B de la diapositive, on a les cellules du haut, schématiquement, la qualité de la diapo n'est pas très bonne, mais qui sont marquées et qui indiquent la présence de l'enzyme qui est déficiente dans le reste du foie. Il y a des sections du foie qui sont corrigées et avec les cellules de la moelle osseuse. Donc, ce qui suggère que des cellules qui étaient contenues, en tous les cas, dans la moelle osseuse du donneur, souris, ont donné naissance à des cellules du foie. Après, il faut réfléchir sur l'interprétation. Est-ce que c'est une transdifférenciation? Est-ce qu'en fait, ce sont des précurseurs des cellules du foie qui sont dans la moelle osseuse? On peut encore discuter, mais le résultat est tout à fait intéressant et spectaculaire. Il repose là aussi un peu sur ce concept d'avantage sélectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'insiste pas. Mais c'est probablement le résultat, le premier et un des plus forts arguments en faveur de cette notion de plasticité dont je vous ai parlé. Un autre exemple qui provient de l'observation humaine. Il s'agit ici de l'étude d'une section d'un morceau d'épithélium, en l'occurrence de la peau, d'un individu, une femme, qui a reçu une greffe de moelle osseuse pour une maladie leucémique. Donc on est loin des autres considérations. Et en regardant, c'est une femme qui a reçu une greffe de moelle osseuse d'un sujet masculin. Et on peut déterminer si les cellules sont XX, femmes, ou XY, masculines, avec des techniques aujourd'hui, ce qu'on appelle d'hybridation in situ, qui permettent de voir les chromosomes X ou Y dans les cellules. C'est ce qu'on voit là ici. Quand vous avez deux petites boules de la même couleur, ce sont des cellules XX. Et quand vous avez, comme ici, une cellule bleue et rouge, c'est une cellule XY. Eh bien, parmi les cellules épithéliales, donc qui ne sont pas des cellules qui dérivent, ce n'est pas une cellule sanguine, une cellule épithéliale, il y a quelques pourcents de cellules, il y en a une ici, on voit plus fort grossissement, on est censé la voir là, mais on voit mieux peut-être ici, celle-là on la voit bien, qui est une cellule XY, donc masculine, parmi les cellules épithéliales présente dans la peau de cette femme qui a reçu une greffe de moelle osseuse. Donc il suggère qu'effectivement, on peut observer que des cellules provenant de la moelle osseuse donnent naissance, cette fois-ci, à des cellules épithéliales de la peau. Donc il y a comme ça une série d'observations expérimentales ou cliniques chez l'homme qui suggèrent que ce phénomène existe. Mais il y a aussi beaucoup d'expériences qui montrent que ce n'est peut-être pas si simple que ça, et que ces effets ils peuvent être artefactuels par des phénomènes de fusion de cellules, je n'entre pas dans les détails. Qu'en fait, certes, le phénomène est réel, mais on a par exemple dans la moelle osseuse quelques précurseurs de cellules du foie ou de la peau qui explique cette observation. Ce ne serait pas une vraie plasticité qui serait responsable de cela. Et puis de temps en temps, les résultats ne sont pas reproductibles. Il y a eu des très belles publications scientifiques qui montraient qu'avec des cellules souches extraites du système nerveux de souris, on pouvait restaurer une hématopoïèse, c'est-à-dire la fabrication de cellules sanguines. On s'est secondairement aperçu que ce n'était pas reproductible, donc ce n'était pas exact. Donc il y a un mélange de données qui sont pour les unes sérieuses et pour d'autres moins. Mais quand même, on va passer ça, il y a aujourd'hui des données extrêmement solides pour dire qu'il existe chez nous, chez les individus à l'âge adulte, des cellules souches qui ont gardé une capacité de pluripotence et de donner naissance à toutes sortes de cellules. Et l'évidence, c'est un travail qui a été accompli par une chercheuse qui est aux États-Unis, qui est d'origine belge, qui a été capable d'isoler de la moelle osseuse, mais elles ne sont pas que dans la moelle osseuse, ces cellules qu'on appelle des MAPS, ce qui en français signifie des cellules progénitrices adultes multipotentes. Si on prend les cellules de la moelle osseuse de souris, ou même humaines aussi, qu'on les cultive un certain temps, là il y a une boîte noire pour l'instant sur la compréhension de ce qui se passe, on obtient des cellules qui, si on les injecte dans des embryons de souris, on donne naissance aux cellules des 3 feuillets ectodermiques, mésodermiques et endodermiques, donc la multipotence est considérable. Si on les injecte en greffe à des souris,
eh bien, on peut obtenir des cellules du sang, des cellules du foie, des cellules du poumon, des cellules de l'intestin. Ça ne marche pas dans des systèmes de greffe simple pour le muscle, le cœur et le cerveau, mais si on irradie les souris, on obtient également ce type de cellules. Donc, ces cellules existent, elles ont un potentiel fantastique en termes d'application thérapeutique, mais il y a une énorme marge d'inconnu aujourd'hui, qui est essentiellement ce qui se passe ici, c'est-à-dire que le nombre de cellules présentes, même dans la moelle osseuse de ce type, est infime. On est incapable de les reconnaître et on arrive à les obtenir de façon très empirique par prolifération cellulaire pendant plusieurs semaines, ce qui, en termes d'application thérapeutique, pose de sérieux problèmes. Donc on est très très loin encore d'application thérapeutique. Mais ces observations qui ont été validées, aujourd'hui, valident aussi le concept qu'il existe non seulement chez l'embryon, mais encore chez un individu adulte, un tout petit nombre de cellules qui ont gardé la capacité de générer nos différents tissus. Donc si on est capable de les caractériser, de les maîtriser dans leur prolifération et leur différenciation, il n'est pas inconcevable qu'un jour, je ne sais pas quand, on puisse les utiliser en thérapeutique. Pour finir, rapidement, les autres possibilités, les cellules souches embryonnaires. Donc les cellules souches, chacun sait ce que sont les cellules souches embryonnaires. On les trouve si on prend l'embryologie humaine, mais évidemment chez les autres mammifères de la même façon. On les trouve au stade 10 blastocyste, donc de quelques jours après la fécondation, dans une masse de cellules à l'intérieur auprès d'une cavité. Et ces cellules-là, si on les isole, vous reverrez ça sur la diapositive suivante, on peut les faire se proliférer de façon indéfinie, et dans certaines conditions, on peut les faire se différencier à peu près dans tous les tissus que l'on souhaite. Donc on peut envisager une application thérapeutique de ces cellules. La façon de faire, c'est à partir de l'intérieur de la cavité, la masse dite interne, ces cellules, encore une fois, on peut les mettre sur des feeders d'autres cellules en présence de certaines substances qui en permettent la prolifération et éventuellement la différenciation. C'est deux exemples ici, où des cellules, donc on obtient des espèces de petits paquets de cellules qu'on appelle des corps embryonnaires, et si on les met dans certaines conditions, avec certains types de substances, peu importe les détails, tel ou tel agents pharmacologiques ou des cytokines, des produits naturels. On peut par exemple, dans la flèche de gauche, obtenir, c'est évidemment un exemple, des cellules embryonnaires qui donnent naissance à des neurones, et ici, à des cellules embryonnaires qui donnent naissance à des cellules du pancréas qui produisent de l'insuline. Ce sont deux exemples parmi d'autres choses. Ça, on peut très bien le faire in vitro, notamment avec les cellules souches embryonnaires de la souris. Et dans les pays où on peut faire de la recherche avec les cellules souches embryonnaires humaines, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en France, on peut aussi le faire. Pas pour faire de la thérapeutique, mais pour faire de la recherche, on a suffisamment d'informations pour faire ce type de différenciation. Et on peut montrer chez l'animal que ceci peut avoir un effet thérapeutique, même s'il y a toutes sortes de problèmes sur lesquels je vais revenir dans un instant. Vous avez ici un exemple de modèle de rats qui ont une maladie de Parkinson. Donc ces rats, parce qu'ils ont une maladie de Parkinson, ils n'arrêtent pas de tourner. Apparemment, c'est ça la maladie de Parkinson se manifeste comme ça chez les rongeurs. Eh bien, chez les rats témoins qui ne sont pas traités par des cellules souches embryonnaires, ils vont continuer au cours du temps à tourner à toute vitesse. Et les rats traités, on s'aperçoit donc par des injections de cellules souches embryonnaires. Là, dans ce cas-là, c'est une injection directe de cellules souches embryonnaires non différenciées au laboratoire. On obtient une réduction significative des symptômes de leur maladie de Parkinson. Alors, ce n'est pas du tout une bonne façon de faire, parce que si on fait ça à tous les coups, on induit des tumeurs, et les rats vont finir par mourir. Donc, évidemment, ce n'est pas une bonne thérapeutique. Mais par contre, récemment, des résultats similaires ont été reproduits en utilisant non pas directement les cellules souches embryonnaires, mais des neurones différenciés au laboratoire à partir de cellules souches embryonnaires. Ce qui est déjà un progrès vers une éventuelle application thérapeutique humaine, même s'il reste beaucoup d'étapes à franchir. Donc la situation, c'est que cellules souches embryonnaires, en vue d'application thérapeutique, le jour où on aurait résolu les différentes questions scientifiques posées, on peut les obtenir, comme vous le savez, à partir des embryons congelés sans projet parental. Donc ça, c'est l'objet des discussions autour de la révision des lois de bioéthique. Peut-on ou non entreprendre ces recherches ? Et ce qu'on pourrait envisager de faire, donc, c'est une différenciation à façon, à condition de maîtriser très très bien les conditions techniques, en cellules d'un tissu désiré, neurones, cellules du pancréas, etc. Et les utiliser en thérapeutique. Il y a des mais. Indépendamment des questions d'éthique, il y a des mais scientifiques. Le mais scientifique premier, c'est qu'a priori, évidemment, on va utiliser les cellules d'un embryon petit x pour traiter monsieur ou madame Y. Donc, on fait une greffe entre deux individus qui sont histo-incompatibles. Donc, le risque de rejet des cellules, de la même façon qu'il y a le rejet de greffe d'organes, est très important. Et c'est une limite majeure à l'utilisation de cette approche. On peut envisager, en théorie, de faire des banques de cellules embryonnaires avec toutes sortes donc, de compatibilités tissulaires qui permettraient de franchir cette difficulté. Mais c'est quand même d'une lourdeur extrême. Donc cette approche a des intérêts, mais aussi des limites, rejet, risque de tumeur en particulier. La dernière stratégie, c'est
clonage thérapeutique ou transplantation nucléaire, qui consiste, la diapo n'est pas très bonne, à utiliser une propriété qui a mise en évidence pour faire du clonage reproductif chez les mammifères. Pensez à la brebis de lit, où le principe, c'est d'utiliser à partir le matériel génétique d'une cellule souche, par exemple d'un fibroblaste de la peau ou même d'une cellule qui borde l'épithélium de la bouche, d'implanter le noyau de cette cellule dans un oocyte, donc une cellule gamète féminine dont on a enlevé le noyau. Et l'observation extraordinaire, et qui est vraiment, ça s'observe rarement, mais ça s'observe une fois de temps en temps, c'est qu'il y a une reprogrammation du matériel génétique de la cellule dite adulte pour se comporter en cellule embryonnaire. On ne comprend absolument pas comment ça marche, mais une fois de temps en temps, ça marche, ce qui a permis d'obtenir Dolly et quelques clones de mammifères différents. Donc là, évidemment, l'idée thérapeutique, ce n'est pas de faire du clonage reproductif chez l'homme. Chacun sait que ce n'est évidemment pas quelque chose de souhaitable, et c'est un euphémisme de le dire, mais de reproduire, de créer ainsi des cellules souches embryonnaires qui ont, elles, potentiellement, de la même façon que les cellules souches embryonnaires dérivées d'un embryon pour lesquels il n'y a plus de projet parental, pourraient donner naissance à des cellules pancréatiques, sanguines, etc., etc., et donc les implanter au même individu. Énorme avantage de cette technique par rapport aux cellules embryonnaires classiques, c'est qu'il n'y a plus de problème de greffe puisqu'on est en situation autologue. On a prélevé le noyau d'un individu, on termine avec des cellules qui retournent au même individu. Donc ça, c'est potentiellement très intéressant. Évidemment, ça soulève quelques questions par lesquelles je voudrais finir. En termes de problèmes de compatibilité, de faisabilité, de problèmes éthiques, si on prend les trois systèmes que je vous ai brièvement décrits, les cellules souches présentes chez le sujet adulte ne posent pas de problème de compatibilité puisqu'on va les utiliser pour le même individu. Est-ce qu'on sait faire ? Il y a point d'interrogation. On est très très loin de maîtriser. J'ai évoqué les problèmes qui se posent en termes de nombre de cellules et de maîtrise de leur différenciation. Et il n'y a pas a priori de problème éthique puisqu'on utilise les cellules d'un individu adulte pour le traiter lui-même. Les cellules embryonnaires posent un problème de compatibilité majeur. La faisabilité, elle est également inconnue. Et le problème éthique, pour certains, il existe, pour les personnes qui considèrent qu'un embryon est un être vivant au droit inaltérable. Je ne sais pas ma position, mais je respecte les personnes qui ont cette position, naturellement. La transplantation nucléaire ne pose pas de problème de compatibilité, pose de gros problèmes de faisabilité. On est très très loin de maîtriser, évidemment, ce type d'approche, mais encore une fois, elle est intéressante compte tenu de la compatibilité. Et elle pose des problèmes éthiques plus sérieux. Je voudrais brièvement indiquer. Ils sont en bas ici. Donc les problèmes éthiques, il n'y en a pas pour les cellules souches adultes. Il y en a un pour les cellules souches embryonnaires, c'est qu'on utilise des embryons. Donc pour certains, on touche au droit sacré à la vie. Les transplantations nucléaires, il y a le même problème, on crée des embryons, donc des potentialités de vie qu'on va utiliser dans un autre but. Et il y a deux autres problèmes. Il y a le fait que la technique qui est développée éventuellement pour faire des transplantations nucléaires, ce serait la même qui permettrait de faire du clonage reproductif, qui évidemment est une chose que raisonnablement on doit considérer comme abominable. Donc certains disent, si la technique est la même, si on autorise des recherches sur la transplantation nucléaire, on va indirectement favoriser la mise au point de clonage reproductif. Est-ce que c'est un argument suffisant pour interdire ces recherches ? On peut en débattre. Le troisième point, qui n'est pas tout à fait négligeable non plus, c'est que pour faire la transplantation nucléaire, il faut des ovocytes. Donc il faut que des femmes donnent des ovocytes. Et évidemment, le nombre d'ovocytes par femme est limité, c'est quelques centaines. Il faut une petite intervention avec d'abord injection d'hormones, puis célioscopie et prélèvement de ces ovocytes. Ce n'est pas une technique totalement anodine. Et donc il y a un risque de dérive potentielle, même de marché, enfin de choses assez horribles, à partir pour l'obtenir des ovocytes. Donc c'est un problème qui doit être sérieusement envisagé. Donc voilà, je m'arrêterai là. Vous voyez que les problèmes, à la fois pour ces cellules souches, il y a des potentiels de recherche qui sont extrêmement intéressants et qui étaient relativement inattendus encore il y a 2-3 ans. Je pense à la plasticité, aux cellules souches présentes chez les sujets adultes, même si cela est difficile. Mais on est extrêmement loin d'applications thérapeutiques. Et pour certains cas, il y a des questions éthiques sérieuses qui doivent être discutées et qui devraient l'être encore en France, si on arrive, j'espère, dans un délai pas trop lointain, à avoir une deuxième lecture. D'abord une lecture par le Sénat et une relecture, une révision des lois de bioéthique qui envisagent ces sujets. Je vous remercie.